Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine à l'émission, d'abord une rencontre avec Charles Bouchard. C'est le lieutenant général originaire de Chicoutimi qui a coordonné les forces de l'OTAN dans l'opération en Libye, qui a préparé en fait le départ de Kadhafi. Il va venir nous expliquer comment ça s'est organisé, quel rôle il a joué et dans quelle mesure il a fait le jeu des rebelles ou simplement accompli sa mission de protéger les civils. Vous allez voir, la distinction est parfois difficile à faire. Et ensuite, nous allons parler de l'Afrique et de comment la fuite des capitaux fait en sorte que $1 sur 2 qui est prêté à l'Afrique revient dans les pays du Nord dans l'année même où le prêt est effectué. Un spécialiste de cette question a consacré un livre à ce scandale permanent. Il va nous expliquer les mécanismes de cette fuite des capitaux. Mais d'abord, l'opération libyenne. Alors, comme promis, une conversation avec le petit gars de Chicoutimi qui a dirigé l'opération internationale de l'OTAN pour protéger les civils contre les troupes du commandant du guide Kadhafi en Libye. Il est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lieutenant général Charles Bouchard. Alors, on va commencer par parler de vous un petit peu. Comment est-ce que le jeune Charles Bouchard à Chicoutimi a décidé d'entrer dans l'armée? C'est une bonne question. Je me rappelle il y a très longtemps, maintenant, déjà, alors que je me suis joint au groupement ou je me suis joint aux cadets de l'air. Les cadets de l'air, oui. Et c'est là que j'ai fait le début. Et au travers de ce temps avec les cadets, j'ai eu accès aux cours de vol de pilotage. Alors que j'avais à peine 17 ans, j'ai eu ma licence de pilote. Et j'ai découvert que c'était quelque chose peut-être qui valait la peine de continuer. Vous étiez pilote avant de savoir conduire la voiture? Effectivement, j'ai reçu mes ailes de pilotage avant d'avoir mes licences d'automobile, mon permis de conduire. Oui. Et là, de l'environnement, c'est Bagotville, les pilotes, les avions de chasse, c'est quelque chose qui vous faisait rêver? Quelque chose que j'ai vu en grandissant tout mon jeune âge. Et de là, je me suis joint aux Forces armées canadiennes, devenu un pilote d'hélicoptère et 37 ans plus tard, je suis avec vous aujourd'hui. Bon. Et puis, vous avez roulé votre bosse en Allemagne, à la base canadienne de l'art. Vous avez été au Texas aussi avec l'armée américaine. Vous avez eu des postes d'officier dans le fameux quartier général au Colorado du NORAD, à l'intérieur de cette base secrète, là. Et vous avez une blague à ce sujet-là. Je vous laisse la faire. Ah bien, c'est bien sûr que j'ai travaillé au centre des opérations de NORAD dans la fameuse montagne Cheyenne Mountain, le centre de commandement. Et un des points qu'on disait à nos visiteurs souvent, c'était que Stargate ne fonctionnait pas aujourd'hui, alors on ne pouvait pas vous emmener. Mais c'était une expérience qui m'a bien soutenu au travers de ma carrière, surtout dans les dernières années, parce que j'ai appris beaucoup des relations Canada-États-Unis. J'ai appris vraiment qu'est-ce que NORAD voulait dire pour le Canada. Et aussi, j'ai appris le commandement à un niveau senior. Et ça m'a aidé beaucoup au long de ma carrière, plus tard dans ma carrière. Donc, vous étiez sur le point de prendre votre retraite lorsque la mission de l'OTAN sur la Libye a été déterminée et vous avez été choisi pour la commander. Comment est-ce que c'est arrivé que ce soit posé sur vous? J'étais commandant adjoint des forces interalliées à Naples, qui est un poste de l'OTAN, un poste de commandement de l'OTAN. En tant que commandant adjoint, j'étais responsable aussi pour la préparation de la force de réponse rapide de l'OTAN. Et alors que dans ma dernière année, un de mes mandats était de préparer la force pour un déploiement. Ce que j'ai fait, effectivement, j'étais le rôle du commandant pour l'entraînement. Vous ne saviez pas où le déploiement se ferait? Aucune idée. Et là, c'est un déploiement au sens large, à la fois l'aviation et les troupes au sol. C'était un déploiement interarmé qui avait une composante maritime, aérienne et terrestre. Et on était préparé pour ça, mais je ne m'attendais pas d'être le commandant. Je m'attendais seulement de préparer la force. Alors que la Libye a commencé, nous avons commencé à regarder, échelonné sur 3 semaines. Et à la 3e semaine, effectivement, mon commandant américain de l'OTAN m'a fait venir sur son navire et m'a informé que je deviendrais le commandant de la mission et que nous avions 1 semaine pour préparer cette mission. Et de là, on a formé le quartier général et on a mis en place un système. On a pris le contrôle de la mission
de la mission américaine menée par les Américains interalliés, qui était la mission Odyssey Dawn. OK. On va donner le contexte. Donc, on est dans le printemps arabe. Il y a eu des soulèvements en Tunisie, il y a eu des soulèvements en Égypte. Et là, il y a un début de soulèvement en Libye. Et les troupes gouvernementales de Kadhafi sont sur le point d'attaquer la ville de Benghazi. Et à ce moment-là, la communauté internationale se mobilise et décide, dans un premier temps, d'interdire aux forces de Kadhafi d'attaquer Benghazi. Et dans un premier temps, c'est une opération des États-Unis avec l'appui notamment de la France, de l'Angleterre et d'un ou deux pays arabes, dont la Turquie. Mais rapidement, et là, vous n'êtes pas présent dans cette phase de l'opération. Pas du tout. Cette mission n'est pas une mission de l'OTAN. Alors, nous étions dans une position de regarder la situation, de faire de regarder la situation, de préparer des options militaires si le besoin se soulevait. Et alors que les Nations unies ont donné la résolution 1970 et 1973 qui demandait la protection des civils, nous avons commencé la planification, effectivement, qui nous a amenés au début de la mission protecteur unifié. C'est une décision politique, finalement, des États-Unis. Le président Obama, c'est pas c'est pas à vous de vous occuper de ça, mais donc vous étiez au courant, le président Obama a été critiqué sur l'importance de l'implication américaine. Est-ce qu'il y avait un intérêt stratégique américain réel à intervenir? Et une des façons de déporter la pression, ça a été de dire, bien maintenant, ce sera l'OTAN qui s'en occupera, et c'est là que vous êtes intervenu. Une des premières questions que les gens posent sur cette opération, c'est de dire, bon, la décision était fondée sur la volonté de protéger Benghazi contre ce qu'on craignait être un bain de sang. Vous, lorsque vous intervenez, est-ce que les forces de Kadhafi sont toujours sur le point ou ont toujours la capacité d'attaquer la ville? Et certains ont dit que cette menace avait été exagérée, qu'en fait, Benghazi n'était pas sur le point de subir des pertes aussi lourdes qu'on l'a dit. Absolument. Mais au fait, la menace était à Benghazi, était aussi à Misrata et était aussi dans la région de l'Ouest, Jabal Nafusa. Et dans ces trois places-là, on voyait que le peuple était sous le joug et sous les attaques, la menace des forces du régime Kadhafi. Alors qu'on prend charge de la mission, on est aussi au courant que les forces du régime Kadhafi ont été donnés des ordres, et les ordres, c'est de tuer tous les hommes entre 17 et 40 ans. Tous les hommes entre 17 et 40 ans qui habitent ces villes? Ces à Benghazi. À Benghazi. Pourquoi? C'était là parce que Benghazi s'était soulevé et le régime voulait s'assurer que ce soulèvement était aplati le plus tôt possible. Et ces informations-là étaient de bonne qualité? Vous saviez que les ordres avaient été donnés? J'étais au courant. On avait des renseignements qui nous donnaient, qui nous emmenaient à cette conclusion. Mais non seulement c'était des renseignements, c'était aussi par leurs actions. Le bombardement continuel à Benghazi, continuel à Misrata et dans l'Ouest aussi. Alors, c'est non seulement l'intention, les ordres, mais aussi les actions au sol qui sont prises contre les civils. Et j'ai aucun doute que la population civile était en grand danger et que plusieurs morts auraient eu lieu, des milliers auraient été tués si l'OTAN n'avait pas pris, ou la communauté internationale n'avait pas pris charge et n'avait pas empêché justement que cette violence prenne lieu. Alors, le Conseil de sécurité définit la mission sur la base de protéger les populations civiles. Dans un contexte où une partie de la population est en révolte contre le gouvernement, et donc il y a un genre de mélange entre votre mission et l'avancée des forces rebelles. Alors, où traciez-vous la ligne entre protéger des civils ou aider les rebelles à avancer? La ligne était qu'en autant que la population civile non combattante était sous le bombardement continuel des forces Kadhafi, notre mission prenait lieu. Et alors, notre but était d'arrêter cette violence, que ce soit à Benghazi, que ce soit à Misrata ou à d'autres places. Et de là, notre stratégie a pris lieu, qu'on empêcherait les forces d'utiliser l'artillerie, les rockets, et aussi les avions de chasse pour infliger des morts sur la population. Et de là est née notre mission. Mais s'il y avait sur le terrain un affrontement entre l'armée des rebelles et l'armée de Kadhafi, que faisiez-vous? Très difficile parce que, alors qu'on a pris le contrôle de la mission, les forces de Kadhafi
se sont débarrassés de leurs uniformes, débarrassés de l'équipement militaire, et tous, les deux côtés, au fait, ont adopté des armes qui étaient installées sur le derrière de camionnettes, sur des automobiles, et ils se mêlaient avec la population. Alors, dans ces cas où alors que la population ou les forces, soit CNT ou les forces de Kadhafi étaient une contre l'autre, c'est très difficile pour nous, sans avoir des troupes au sol, de prendre charge ou de prendre action. Alors, c'est là que nous avons mis l'effort sur les rassemblements larges qui se préparaient à avancer vers la population, les forces qui étaient utilisées pour le bombardement. Donc, s'il y avait un engagement au sol entre les deux forces, vous n'interveniez pas? S'il y avait un engagement dans lequel on était capable, sans doute, de comprendre qui est à qui, mais surtout du côté du régime, alors qu'il bombardait sans discrimination. C'était c'était pas les forces, une force contre l'autre, autant que les forces du régime étaient sans discrimination, attaquaient la population ou tout autre. Et c'est arrivé dans des milieux urbains, alors qu'il y avait, c'est pas un champ de bataille que dans le sens traditionnel, mais plutôt c'est des engagements qui prennent place dans les villes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosques, un peu partout. Alors, si on n'était pas capable de juger qui est à qui, nous ne prenions pas lieu. Et de là, comme je vous ai dit, la stratégie qui était plutôt penchée vers les grands rassemblements et les lignes de communication et les postes de commandement et de contrôle. Donc, votre position, c'était puisque, malgré la demande de l'ONU, du Conseil de sécurité, le gouvernement Kadhafi continue à bombarder de façon indiscriminée, y compris les civils et les forces rebelles, votre tâche était de les mettre hors d'état de nuire. Notre tâche était d'empêcher les forces du régime d'infliger souffrance à la population. Et alors, aussi longtemps qu'il y avait une menace et des actes suivis par des actions concrètes, nous prenions charge et de s'assurer que ces attaques arrêtaient, effectivement. Et c'était là la mission. La mission était basée sur la protection des civils, des centres urbains, et c'est de là que nous prenions action. OK. Maintenant, vous deviez protéger tous les civils. Alors, est-ce qu'il y a des cas où l'armée rebelle pouvait prendre des actions qui auraient mis en péril des civils et que là, vous deviez dire aux rebelles, écoutez, vous aussi, si vous allez trop loin, nous pourrions intervenir? Absolument, absolument. Au fait, le message a été passé des deux côtés, que notre mission était la protection des civils, que ce soit de la protection causée par le régime ou Kadhafi, ou causée par les forces de CNT. Pour nous, ça ne fait pas de différence, parce que le fait, c'était sur la population même. S'il y avait un danger de la population, nous prendrions charge. Mais c'est clair que les forces du régime ont pris action, alors que les forces CNT n'ont pas pris action. Donc, ce n'est jamais arrivé. Mais vous avez déjà envoyé le signal, par exemple, autour de Sirte, où vous pensiez qu'il pourrait y avoir des exactions? Absolument. Le signal était clair que ce ne serait pas acceptable qu'il y ait de la violence contre les civils d'un côté ou de l'autre, et ça a été clair dès le départ. D'accord. Bon, maintenant, à partir du moment où à aucun point, le régime Kadhafi n'a accepté d'arrêter le combat, donc des attaques ont été faites contre des postes de commandement, contre des convois, contre des garnisons, et même, on a vu dans la résidence, la grande résidence de Kadhafi à Tripoli, le trou dans le salon avec la bombe. Alors, est-ce que Kadhafi lui-même était ciblé personnellement par votre opération? Kadhafi a utilisé un exemple, dans sa résidence, mais la cible n'était pas la résidence, mais était le centre de poste de commandement souterrain, blindé, de lequel des ordres étaient donnés. Alors, notre focus n'était pas sur le chef du régime, n'était pas sur Kadhafi lui-même, mais sur les postes de commandement qui donnaient des ordres aux troupes d'attaquer les civils. Donc, vous n'aviez pas comme mission d'essayer de descendre Kadhafi ou sa famille? Non. Non. Non, ce n'était pas notre point. Et au fait, on fait une revue des cibles. Du ciblage qu'on a fait, c'était d'attaquer les troupes ou les postes de commandement qui donnaient les ordres pour l'attaque. D'accord. Et donc, sa résidence a été ciblée parce qu'il y avait un centre de commandement et non parce que c'était sa résidence. C'est important aussi de comprendre que sa résidence, il y en avait plusieurs. Il y en a environ 16 ou 18 résidences. Mais
on en a frappé une. Alors, mais on a frappé, c'est pas la résidence qu'on frappait, c'était le poste de commandement. Et aussi, j'ai connaissance qu'il n'était pas à sa résidence, mais plutôt il était caché soit dans des hôpitaux ou soit autour de certains hôtels ou dans... Et il bougeait souvent d'un poste à l'autre. Et pour nous, c'était pas important. Vous vouliez savoir où il était, mais vous n'essayiez pas de le cibler s'il n'était pas en situation de commander les troupes. Non, le but de la mission, c'était d'arrêter la violence. Alors, si on pouvait l'arrêter par force de persuasion, ou que ce soit persuasion psychologique plutôt que physique, bombardement, c'était notre choix, au fait. C'était d'inciter ou d'emmener une fin à ça et de créer un environnement où ce que le dialogue et la diplomatie pouvaient prendre place pour arrêter la violence et laisser le peuple libyen décider pour eux-mêmes leur futur. Qu'est-ce que Kadhafi aurait pu faire pour que votre mission s'arrête? Si Kadhafi avait donné l'ordre, et c'était des points qui sont ressortis lors de la conférence de Berlin, alors que Kadhafi et le régime avaient été donné 3 conditions dans lesquelles la mission aurait été accomplie. 1, terminer toute violence contre les civils. 2, le retrait de toute force armée des centres urbains. Et 3, de permettre le mouvement des forces humanitaires pour emmener l'aide humanitaire. Misrata a souffert beaucoup, manque d'eau, manque d'essence, d'électricité, et il fallait emmener, en fin de compte, des premiers soins aussi au peuple libyen de Misrata. S'il aurait pu choisir, le choix était le sien, d'arrêter la violence et de rencontrer ces 3 normes. S'il avait rencontré ces 3 normes, pour nous, la mission aurait été complétée. Alors, il est évident que parce que dans cette logique, le régime Kadhafi continuait ses attaques et que ces attaques voulaient dire que les civils étaient en danger et donc vous cibliez les forces de Kadhafi pour les mettre hors d'état de nuire, vous créiez une condition dans laquelle le CNT, donc le Conseil national de transition, avait un peu, pas les mains libres parce qu'il y avait toujours la résistance, mais enfin vous lui ouvriez le chemin, vous affaiblissiez son adversaire pour préparer sa victoire. Je ne suis pas d'accord de cette façon de mettre les choses. Pour moi, la mission était la protection des civils. Et si la violence avait arrêté, ça ne disait pas que le régime pouvait s'effondrer. C'était juste arrêter la violence. Mais la violence n'a pas arrêté. S'il avait arrêté au début, il aurait gardé Tripoli, il aurait gardé plusieurs villes. Bien sûr. Et au fait, je crois, ma mission était telle, et je crois que la population internationale aurait dit, OK, maintenant qu'on va changer une façon peut-être plus démocratique de décider le futur, le choix était le leur. Mais c'était quand même l'effet secondaire. Donc, son refus d'arrêter faisait en sorte que vous continuiez et que le régime s'est affaibli au point d'être renversé. Mais le renversement du régime n'était pas notre mission. D'accord. Est-ce que, donc, à la fin, il y a ce convoi qui est bombardé et dans lequel on trouve Kadhafi, qui est ensuite pris à partie, qui se cache, qui est pris à partie par des gens locaux et qui est assassiné sur place. Alors, racontez-nous cette histoire de votre point de vue. De notre point de vue, il y avait encore la résistance à Sirte, la résistance à Bani Walid, la résistance aussi dans la région de Wadan Han, alors 3 régions. Et on avait aussi possiblement des renseignements qui disaient que des renforcements mercenaires pourraient venir du sud. Des mercenaires qui étaient au service de Kadhafi. Au service de Kadhafi, engagés par Kadhafi. Nous avons vu un grand rassemblement de véhicules et on craignait un changement de balance d'une place à l'autre, surtout alors que ça se produisait à Sirte, à Bani Walid, des ordres étaient donnés pour décapiter toute personne qui donnait un appui au CNT, aux forces nationales transitoires. Alors, nous, on a pris action sur une concentration de force, comme toutes les autres concentrations de force. De là... Vous ne saviez pas que Kadhafi était dans ce convoi? Non, il n'y avait aucune connaissance directe que Kadhafi était là. Nous avons vu, éventuellement, après la première mission, qui a arrêté le convoi. La première mission, le convoi est arrêté. Les forces CNT étaient sur les lieux, ont pris charge. Et pour nous, ce n'est plus maintenant un cas de civil, la violence contre les civils. Alors, on avait mis un frein à ça. Et le reste était dans les mains
du CNT. C'est-à-dire que vous avez bombardé la tête du convoi. Oui. C'est ce que vous avez fait. Mais évidemment, vous n'avez pas de troupes au sol. Alors, vous n'avez aucune capacité d'intervention à l'extérieur de Largué-des-Bons. Et donc, les forces au sol qui arrêtent Kadhafi, quand êtes-vous informé de ça? Je suis informé minutes plus tard par un des pays qui nous donne l'information et qui nous ont dit que Kadhafi était capturé. Mais comme toute opération, la première séquence n'est jamais la vérité. Alors, on reçoit les premières informations, on analyse, on regarde et on recherche est-ce qu'il y a d'autres sources qui pourraient confirmer. Effectivement, la confirmation s'est faite très vite aussi au travers des personnes au sol qui ont pris des vidéos. Des vidéos qui les ont envoyées sur les médias sociaux. Mais vous n'avez pas de satellite, vous n'avez pas les drones, comme on voit dans les films d'espionnage, qui nous donnent en temps réel? Les capacités existent, mais les capacités, au moment où on ne pouvait pas décerner qui était l'individu. Des fois, les films... C'est mieux dans les films. Ne reflète pas la réalité. C'est beaucoup plus efficace dans les films. Oui, beaucoup mieux organisé, on dirait. Alors, on m'a dit que le FBI rêve d'avoir les capacités que Jack Bauer a dans le Counterterrorism Unit. Ça n'existe pas. Mais donc, est-ce que vous aviez un conseil ou une directive à donner au CNT sur que faire avec Kadhafi lorsqu'il le trouverait? Mon avis était de capturer tous les membres de la famille et de les emmener en justice. Parce que c'est ça qu'on veut d'un pays, c'est ça qu'on veut d'un pays civilisé, c'est ça qu'on veut d'un pays qui obéit la loi, c'est ça d'un pays démocratisé. Alors mes recommandations étaient, faites la capture, gardez-le et en bonne et due forme, nous l'emmènerons en justice. Vous l'emmènerez en justice, c'est pas nous. Vous l'emmènerez en justice, ou la Cour internationale aussi avait mis un mandat d'arrêt sur lui et ses membres de sa famille immédiate. Alors, le but, c'était de l'emmener en justice, mais ce n'est pas la façon que les événements se sont suivis. Est-ce que ça aurait aidé? Parce que donc, la décision avait été prise que l'action de l'OTAN serait strictement aérienne. Est-ce que ça aurait aidé quand même que vous ayez quelques troupes au sol qui auraient une mission non de combat, mais autrement? C'est bien sûr qu'avoir eu des troupes au sol pour donner l'information directement aurait aidé. Mais est-ce que c'était nécessaire? Je crois que la réponse est non, alors qu'on a trouvé une solution. Pour un commandant, la mission est donnée et les forces pour faire la mission sont données aussi par les pays de l'OTAN. Pour moi, une fois que ces forces ont été données, la mission a été donnée, c'est pour moi de jouer les cartes de la meilleure façon que je peux, donner les limites que j'ai, mais aussi l'accès que j'ai. Et on l'a joué à notre façon. On a joué, c'est pas un bon mot, on l'a exécuté notre mission, la meilleure façon qu'on pouvait le faire, et c'est ça qu'on a fait. On a conduit notre mission. Une des raisons pour lesquelles ça a été si rapide, la décision d'intervenir, bon, il y avait évidemment le fait ou la présomption de graves exactions contre la population de Benghazi, mais il y a aussi le fait que la Ligue arabe, dans un geste sans précédent, ait recommandé qu'une action soit prise contre un de ses membres. Et dans un deuxième temps, quand la coalition a été élaborée, on a vu que la Turquie faisait partie de la coalition, le Qatar, mais c'est tout. Corrigez-moi si j'ai tort. On nous semblait que peut-être que la Tunisie, nouvellement démocratique, l'Égypte, où Moubarak avait été renversé, qu'il y aurait eu une action plus concertée et plus importante de membres de la Ligue arabe dans cette opération. Chaque pays, bien sûr, chaque pays souverain décide leur participation. Je crois que quand on regarde la Tunisie et l'Égypte, il y avait des problèmes internes aussi qui avaient réglé eux autres mêmes. Alors, les pays arabes, dont le Qatar, se sont joints et c'est une décision nationale qui a été prise, mais leur appui a été très important pour la mission, non seulement du côté physique, mais aussi du côté aviseur, culturel, de mieux comprendre la situation arabe, la population musulmane. Alors, ça nous a aidé beaucoup à comprendre justement l'environnement dans lequel on travaillait. Alors, c'est non seulement un appui physique, mais un appui aussi intellectuel pour aider.
Est-ce qu'il y a eu du soutien d'autres pays arabes de façon secondaire qui ont pu aider? La mission avait 3 pays arabes, la Suède et les pays de l'OTAN. C'était les forces de l'OTAN pour lesquelles j'avais le commandement. OK. Les 3 étant? Il y avait le Qatar et 2 autres pays qui se sont joints, et c'est au pays d'annoncer leur présence. Ah, donc il y a des pays dont la présence n'est pas connue. C'est le choix de chaque pays d'annoncer officiellement leur présence. C'est intéressant. Intéressant. Donc, votre mission s'est terminée lorsque donc le CNT a pris contrôle essentiellement du territoire. Est-ce que, voyant ce qui s'est produit, est-ce que vous pensez que le fait que ça a été un commandant canadien et non un Américain ou un Britannique ou un Français, est-ce que ça faisait une différence? J'ai aucun doute que chacun de ces pays était capable de donner un commandement aussi efficace, aussi bon, meilleur probablement qu'un Canadien. Mais d'un côté canadien, je peux vous dire aussi qu'opérer dans un milieu international, c'est d'opérer dans 32 cultures différentes. Et que la culture canadienne nous donne, on célèbre les différences de culture. Alors, cet entraînement, cette approche vers le travail d'équipe m'a aidé à non seulement apprendre et travailler et donner des ordres à ces pays différents, mais aussi d'apprendre à comprendre ces cultures et de travailler ensemble d'une façon coopérative plutôt qu'une façon directe de donner des ordres. Parce que même une opération militaire, non seulement ce sont des ordres, mais aussi l'habilité de travailler ensemble. Et pour un Canadien, c'est de comprendre cette culture, sa culture différente. Surtout que, à l'OTAN, dans votre équipe, il y avait, si je comprends bien, un Turc, un Américain, un Français, un Italien et un certain nombre d'aviseurs. Mais à la fin, c'est vous qui preniez la décision. Et il y a des tas de décisions qui portent à conséquence. Par exemple, on en a discuté hors antenne, fallait-il détruire la raffinerie qui produisait du pétrole et donc des rentrées de devises pour Kadhafi? Ça aurait été... Quelqu'un aurait pu dire, on va les détruire, ça va nous donner un avantage tactique immédiat. Vous avez fait un autre choix. Une victoire tactique ne devient pas nécessairement une victoire stratégique. Alors, chacun de nos objectifs, chacune de nos cibles était non seulement analysée pour son effet tactique qui se rapportait à la situation, mais aussi l'effet à long terme. Dans le cas des raffineries, on savait que c'était important de laisser une infrastructure dans ce pays-là pour qu'il puisse se remettre sur pied éventuellement le plus tôt possible. Et alors, on a fait des décisions basées non seulement sur un avantage tactique du moment, mais aussi d'essayer de comprendre les effets secondaires et tertiaires qui aidera le pays plus tard à se retourner, à redevenir une situation normale. Alors pour nous, ça faisait partie de la stratégie, c'est non seulement de faire quelque chose sur le moment, mais aussi à longue échéance. Est-ce que vous aviez des directives qui vous venaient du commandement de l'OTAN ou des ambassadeurs avec lesquels vous aviez des liens en disant, écoutez, l'infrastructure pétrolière, on voudrait particulièrement la conserver ou faites attention à ceci ou est-ce que c'est une discussion qui existait? Chaque mission, on est donné des missions, des objectifs, et de ces objectifs aussi, nous avons donné des règles pour l'engagement. Ces règles chaque mission a ses propres règles qu'on suit, mais pour nous, c'était important que l'infrastructure soit protégée. Et alors, c'était les directions. L'infrastructure en général, donc la station de télé et de radio, l'aéroport. Le système routier, le système d'eau, les aqueducs, le système pétrolier, le système de gaz naturel. Mais c'est important aussi, non seulement de donner cette direction, mais de comprendre aussi, alors qu'on est dans le milieu d'un conflit, que si on veut que ce pays-là se remette sur pied sans une aide internationale échelonnée sur des années, qu'on s'assure qu'il reste quelque chose vers l'arrière, parce que si on brise quelque chose, il va falloir le reconstruire. Bon, il y a un contre-exemple, celui de la Serbie, par exemple. La Serbie, le Kosovo, on a appris. Alors, les destructions d'infrastructures ont été massives. Il y a eu des destructions qui ont causé que ça a pris du temps au pays à se remettre sur pied. Et notre but, c'était justement de réduire cette période de temps. Qu'est-ce qu'il y a pour vous maintenant? Retour à Chicoutimi ou, parce que vous êtes jeune, en santé, est-ce qu'on pourrait vous rappeler pour une autre mission ou est-ce que votre carrière militaire est vraiment terminée?
Après 37 ans et demi de service, il est temps pour moi d'accrocher mes patins. J'ai atteint mes objectifs personnels dans ma carrière et c'est peut-être le temps de tourner une page et commencer un nouveau chapitre de ma vie. Est-ce que vous êtes allé en Libye depuis la fin de la mission? Non. Est-ce que les gens savent qui vous êtes? J'en doute. Ils savent peut-être par mon nom, tel que le média a couvert, comme vous faites présentement. Mais vous n'avez pas eu d'entrevue dans la presse libyenne? Non. Parce que vous avez été récompensé lors d'une cérémonie par le premier ministre canadien, mais ça n'a pas été le cas à Tripoli encore. Non. J'aimerais aller à Tripoli un jour. J'aimerais voir ce pays. J'ai aucun doute que c'est un beau pays. C'est un pays sur la Méditerranée. Le peuple libyen, comme tout le monde, c'est un peuple qui recherche la paix. C'est un peuple qui recherche la prospérité. Alors, j'aimerais bien les rencontrer un jour, mais ce n'est pas dans mon futur immédiat. D'accord. Lieutenant général Charles Bouchard, vous avez pensé à une plage musicale pour terminer cet entretien. Laquelle et pourquoi? La pièce musicale que j'ai choisie, c'est de Bocelli et Sarah Brightman, et c'est intitulé « It's Time to Say Goodbye ». C'est une pièce qui est chantée en italien et en anglais. J'ai choisi parce que j'ai servi en Italie. C'est la fin de ma carrière. C'était à Naples. C'est le temps de... À Naples, à Naples, Italie. le commandement, oui. Et il est maintenant le temps de dire au revoir. C'est ce que le colonel Kadhafi aurait dû entendre aussi. Time to say goodbye. Peut-être qu'il écoutait de la musique différente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour vos réponses. Et peut-être qu'un jour, on passera vous voir dans une villa au bord de la Méditerranée en Libye. Et on écoute, grâce à vous, Bocelli et Brightman, Time to Say Goodbye. Quando sono sola, sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me sulle finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons parler maintenant de la fuite des capitaux et de la fuite des capitaux de l'Afrique vers les pays du Nord. Et c'est une fuite assez spectaculaire et qui se passe dans les coulisses du monde financier. On en parle avec notre invité, le professeur Léonce Ndikumana. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur Ndikumana. Merci. Vous êtes professeur d'économie au collège Andrew Glynn de l'Université du Massachusetts à Amherst. Vous avez été directeur des politiques opérationnelles et directeur de la recherche à la Banque africaine de développement, chef d'analyse macroéconomique à la Commission des Nations unies pour l'Afrique, et vous avez contribué à la recherche et à l'analyse sur les pays africains concernant les enjeux économiques, des politiques macroéconomiques pour la croissance et l'emploi et les économies de conflit. Vous êtes diplômé de l'Université du Burundi et vous avez fait votre doctorat à l'Université de Washington à Saint-Louis, au Missouri. Qu'est-ce qui vous a amené du Burundi au Missouri? La vérité, c'est que je voulais faire un doctorat et j'avais décidé de faire un doctorat dans le système anglo-saxon. Et j'ai eu la chance que cette année, il y avait des bourses qui avaient été offertes par le gouvernement américain, de l'USAID. Et j'ai postulé, j'étais l'un des 3 qui a été sélectionné. Et ça veut dire que je devais donc faire les études aux États-Unis. Et en fait, l'USAID a des universités qui coopèrent avec elle en donnant des bourses à leurs candidats. Donc, Washington University, c'était l'une des universités. Alors, on vous reçoit cette semaine parce que vous êtes l'invité de notre collègue Dominique Cahouette de Sciences politiques et vous publiez un livre avec un collègue James Boyce qui s'appelle « Africa's Odious Debts », les dettes odieuses de l'Afrique, « How Foreign Loans and Capital Flight Bled a Continent », comment les prêts étrangers et la fuite de capitaux saignent un continent. Et donc, vous expliquez là qu'une partie, il n'est pas question que de la corruption ordinaire de dictateurs africains qui vampirisent l'économie locale, mais du détournement des prêts internationaux ou des prêts bancaires occidentaux faits pour le développement d'un pays et que ces prêts-là eux-mêmes sont détournés et pour certains d'entre eux immédiatement. Expliquez-nous le mécanisme.
Donc, il y a le mythe que l'Afrique, c'est un continent qui est surendetté, qui reçoit beaucoup d'aide, qui ponctionne les ressources du monde développé. Mais dans notre calcul, on trouve qu'en fait, il y a plus de fonds qui quittent l'Afrique que des fonds qui vont en Afrique. Donc, la balance, elle est nette en faveur de l'Afrique comme créditrice. Donc, en fait, l'Occident reçoit davantage de l'Afrique qu'elle n'y dépose. Mais pas seulement parce que les prêts doivent être remboursés avec intérêt, ce qui est une chose, mais à cause de détournement. Oui, c'est ça. C'est le résultat non seulement du paiement des dettes, mais aussi du détournement des dettes qui avaient été empruntées pour l'Afrique pour les fins de développement, qui sont en fait appropriées par les leaders et leurs acolytes pour des fins d'accumulation de richesses privées dans les banques étrangères. Et souvent, ce sont les mêmes banques qui ont donné les crédits à l'État, qui reçoivent les dépôts maintenant privés des agents de l'État, des agents privés, qui dissimulent ces fonds pour qu'ils ne puissent pas payer l'impôt, pour qu'ils ne puissent pas expliquer l'origine de ces fonds. Bon, alors, par exemple, une banque occidentale doit faire un prêt de 10 millions de dollars, c'est un petit chiffre, disons 100 millions de dollars à un pays africain. Le dictateur africain dit, et qui est donc le responsable, celui qui reçoit au nom de son pays la dette, dit quoi à la banque? C'est-à-dire, il y a plusieurs mécanismes par lesquels les emprunts sont détournés par ceux qui sont chargés de gérer les fonds. Au niveau de la caisse de l'État, à cause de l'obscurité dans la gestion de la caisse de l'État, les fonds de l'État, les crédits, quand ils arrivent dans la caisse de l'État, on ne peut plus distinguer c'est quoi les crédits, c'est quoi les recettes publiques. Donc, les gestionnaires du fisc de l'État arrivent à récupérer les fonds publics pour les placer dans leur compte privé. Par exemple, vous donnez l'exemple du dirigeant du Nigeria, Sani Abacha, qui, lui, disait à sa banque centrale, ou la Banque du Nigeria, de transférer 15 millions de dollars par jour dans ses comptes suisses. Oui, c'est ça. Et on a aussi documenté le même cas dans le cas du Congo, où sous le régime Mobutu, des fonds étaient transférés directement de la Banque centrale à des comptes privés en France, dans d'autres banques européennes, pour financer la construction de ces grandes villas et aussi pour les besoins de consommation privée de lui-même et de sa famille. Et donc ça, c'est le premier mécanisme où les décideurs politiques prennent directement de l'argent dans les coffres de l'État. Dans le trésor de l'État. Mais il y a des cas où l'argent ne quitte même pas la banque d'origine. C'est ça. Comment est-ce possible? C'est par des mécanismes et c'est là que tu vois que la corruption vraiment est dans les deux sens. Dans les deux côtés, il y a les banquiers qui acceptent qu'une partie de l'argent soit crédité sur le compte privé et le pays reçoit la différence. C'est-à-dire que si, disons que la banque est en Suisse ou à Zurich, donc à Zurich en Suisse, et on dit, bon, on a un prêt de 100 millions à faire à un pays africain, et plutôt que d'envoyer le 100 millions, on en envoie, disons, 80 millions. Et les 20 vont sur le compte privé. Vont sur le compte privé du dirigeant africain dans la banque de Zurich. Oui, c'est ça. Mais comment se fait-il que, bon, c'est une fraude transparente, comment se fait-il que la banque n'est pas traînée en cours par quelqu'un? N'est-ce pas un acte criminel en vertu du droit bancaire suisse lui-même? Ouais. En fait, le crime, il est aussi évident. En fait, crime, ça veut dire chaque fois qu'un agent d'une banque viole une loi bancaire qui est officielle, c'est un crime. Il est un crime aussi quand un dirigeant africain arrive avec une valise d'argent déposée dans une banque et la banque ne fait aucun rapport. Puisque normalement, selon la loi bancaire, moi-même en tant que citoyen ordinaire, quand je dépose de l'argent, quand je transfère de l'argent dans mon compte, là, il y a des rapports, il y a des informations qui sont données aux autorités gouvernementales, fiscales, pour vérifier l'origine des fonds et l'utilisation des fonds. Et je me demande pourquoi, si
Ces rapports sont fournis pour des dépôts de $500, 5 000, 9 000, 10 000. Pourquoi est-ce que les mêmes rapports ne sont pas fournis pour des dépôts de 2 millions, de 5 millions, de 100 millions qui sont déposés par des dirigeants africains? Donc, ici, chaque fois, encore une fois, le deuxième mythe que j'avais souligné, c'est que le monde parle de corruption comme si c'était un phénomène africain. Si la corruption était seulement un phénomène africain, si seulement les dirigeants africains étaient corrompus, cette corruption ne pourrait pas se perpétuer. Elle se perpétue parce qu'il y a de l'autre côté la complicité des banquiers qui refusent de donner l'information aux autorités publiques concernant les dépôts qui sont suspects. De toute façon, un dirigeant africain qui arrive avec $1 million à déposer, n'importe quel banquier devrait se poser la question. On connaît les salaires en Afrique, ils ne sont pas tellement élevés. On devrait se demander comment quelqu'un peut arriver à accumuler $500 000, $1 million, $2 millions. Alors, il y a les banques et il y a aussi les dirigeants politiques. Alors, vous ouvrez votre livre avec le cas de Mobutu qui s'en va aux États-Unis. Expliquez-nous ce qui se passe avec ça. Là, ce qu'on voulait souligner, c'est que, encore une fois, on parle de dictateurs africains. À mon avis, quand tu regardes tous les dictateurs africains qui ont duré longtemps, c'est que le monde international a fermé les yeux. Et souvent, il a fermé les yeux, mais souvent aussi, ces dictateurs ont été explicitement aidés et soutenus par des gouvernements forts. Le cas de Mobutu est très flagrant, où il était regardé comme un agent de la lutte contre le communisme en Afrique, voisin de l'Angola, qui était convoité par le mouvement soviétique communiste. Il était vu comme un allié stratégique qu'il fallait défendre. Et même s'il avait des évidences que Mobutu était corrompu, qu'il détournait les fonds publics, il était plutôt d'intérêt stratégique aux pays européens, aux États-Unis, de le garder au pouvoir, de toute façon de ne pas l'inquiéter. Il faut aussi qu'on sache qu'il a été en fait placé au pouvoir par les forces internationales qui ont fait disparaître Lumumba. Donc, lui, c'était un jouet. C'était un allié, un pion important. Un pion important dans la stratégie internationale. Et ce que vous dites, c'est que le Fonds monétaire international avait déjà dit, dans les années 80, que la corruption était tellement répandue que c'était impossible que le Zaïre, qui est maintenant le Congo, puisse repayer sa dette qui était de 9 milliards de dollars. Malgré tout, donc le gouvernement américain, qui est le principal joueur au Fonds monétaire, a appuyé un nouveau prêt. Et on se rend compte que lorsqu'il a quitté le pays en 97, la fortune personnelle de Mobutu était estimée à 5 milliards de dollars. 5 milliards. C'est quand même extraordinaire. Là, c'était à ce moment-là le tiers de la dette du pays. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, à un certain moment, le Fonds monétaire a envoyé un expert pour être à la banque, stationné à la banque centrale, pour vérifier les mécanismes de gestion des ressources de l'État. Et ce qu'il a découvert, c'était une complète opacité dans la gestion des ressources, où il avait des difficultés à distinguer les biens publics du gouvernement et les biens privés de Mobutu. Les transactions allaient de compte privé à compte public, de compte public à compte privé, sans explication. Et les ressources d'exportation des produits miniers disparaissaient dans la nature. Évidemment, il savait que ce n'était pas dans la nature, c'était dans des comptes privés. Et lui, il avait conclu qu'il était impossible que le Congo soit capable de payer les crédits à ce rythme. Et il avait confectionné un rapport très détaillé qu'il a soumis au Fonds monétaire et qui disait que les fonds sont détournés, les fonds sont mal gérés, les ressources naturelles sont mal gérées, et il n'y a pas moyen que les créditeurs vont retrouver leur dette, leur crédit. Et même avec ça, le gouvernement de Mobutu continuait à recevoir des crédits par l'appui des gouvernements très forts comme les États-Unis. Mobutu a été le premier président à être reçu par le président Bush, le père. Le père. Vous avez mis sa photo d'ailleurs dans le livre. Maintenant,
il y a un autre cas, c'est celui d'Omar Bongo, du Gabon. Cet argent qu'il détourne, il l'utilise pour acheter des biens. Et dans son cas, ce sont des dizaines d'appartements en France, à Paris en particulier. Et c'est donc que ce détournement, il est connu par les autorités françaises, qui savent très bien de quoi il en retourne. Et là, il y a une procédure qui est en cours de la part de Gabonais pour essayer d'exproprier la famille, les héritiers de Bongo. Comment est-ce que ça se passe, ça? Oui, c'est un développement intéressant. En fait, je viens de publier un petit op-ed sur, qui a trait à ça, où je parle de présidents riches qui sont présidents de pays pauvres. Et je parle de la connexion entre le pétrole et la fuite des capitaux. Et là, c'est une procédure qui est en train où la justice française est en train de rechercher les traces de l'enrichissement illicite de certains présidents africains, parce que le public, il y a eu un cri public contre ce détournement. Je pense que c'est un pas en avant. Et j'espère que cette procédure pourrait être systématique, puisque de toute façon, cette richesse qui fuit l'Afrique, elle est accumulée dans les pays occidentaux, elle est connue, ce sont des appartements visibles, physiques, ce sont des comptes bancaires, les banques le connaissent. Qui peuvent être saisis. Qui peuvent être saisis. Et dans ce cas, s'ils sont saisis, en fait, ce ne serait pas une expropriation de Bongo, ça serait plutôt un retour. Un retour. Mais à qui est-ce qu'on donnerait l'argent? Parce qu'en ce moment, au Gabon, le président, c'est son fils. Et donc, si on retourne l'argent à son fils, et si son fils est corrompu, il va racheter des villas peut-être à Shanghai plutôt qu'à Paris. Oui, ça c'est une question très importante. On doit voir stratégiquement la meilleure façon de retourner, de récupérer les biens africains, et de façon que ces biens reviennent effectivement au peuple africain, à la caisse de l'État. Et pour les pays qui sont gouvernés par des régimes où on n'est pas tellement confiant, qui pourraient faire une gestion saine de ces ressources, je propose plutôt qu'on crée une commission indépendante, internationale, qui soit chargée de la gestion de ces fonds pour déterminer les activités qui vont être financées. Qu'on peut observer, qu'on peut évaluer, par exemple la construction des routes, construction de l'école. Le Gabon, c'est un scandale. Tu as un pays qui est très riche, mais quand tu regardes le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, le nombre d'enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable, le nombre de mamans qui n'ont pas accès à des cliniques saines, c'est regrettable, c'est lamentable. Alors, vous avez fait un calcul global où vous dites que la moitié des sommes prêtées chaque année à l'Afrique sortent de l'Afrique, sont diverties, la moitié, dans l'année même. Enfin, c'est une moyenne. Bon. Mais on a eu l'impression qu'au cours de la dernière décennie, de 2000 à 2010, il y a eu des efforts considérables sur la gouvernance africaine, il y a eu de la démocratisation, il y a eu de la libéralisation commerciale. Le Canada a été très en pointe sur la question du NEPAD, la nouvelle formule pour assurer une gestion plus saine. Et pourtant, vous montrez dans un graphique que c'est pendant cette décennie que la fuite des capitaux a été la plus forte. Comment se fait-il? Bon, d'abord, ça veut dire que malheureusement, les réformes purement économiques ont des limites. On peut libéraliser le système financier, on peut libéraliser le commerce. Ça ne résout pas nécessairement les problèmes de corruption. Nous, ce qu'on soupçonne, c'est que cette période où on voit la montée de la fuite des capitaux correspond exactement à la période de la flambée des prix des produits de base, le pétrole, les produits miniers. Et quand vous regardez dans notre analyse, c'est les pays riches en pétrole, en ressources minières, qui sont à la tête, qui viennent à la tête au niveau de la fuite des capitaux. Étant donné les grands volumes des transactions dans ce secteur, il est facile de générer, de détourner
beaucoup d'argent par la manipulation des factures d'exportation. Et ici... C'est-à-dire qu'on surestime l'importation, on sous-estime l'exportation, et comme ça, on crée une différence qu'on peut détourner. Oui, oui, c'est un mécanisme que nous, on trouve très important dans la fuite des capitaux. On estime que sur la période qu'on a observée pour 33 pays, la manipulation des factures d'exportation et d'importation revient à presque la moitié de la fuite des capitaux. 300 milliards. Mais ça, c'est le fait des entreprises occidentales qui sont... En connivence avec les acteurs locaux et les agents du gouvernement. Ouais. Et à ce moment-là, certains diront, écoutez, nous, on aimerait avoir des puits de pétrole complètement cachers dans tel pays, mais puisqu'il faut signer des contrats avec le président corrompu et qu'il nous demande des bakchiches, on n'a pas le choix. Oui, mais de toute façon, ça c'est très important puisque les compagnies internationales se sont toujours cachées vers le prétexte que ce n'est pas nous, on doit opérer dans l'environnement qui est là. On doit jouer le jeu local, on ne peut pas changer le système. Je pense que maintenant, le public n'est pas convaincu de ça. Aux États-Unis, il y a une nouvelle loi qui est sur la corruption des multinationales à l'étranger qui va traduire en justice toute compagnie américaine qui est rendue coupable de corruption, même à l'étranger, même en dehors du territoire américain. Ouais. Et là, ils répondent, bon, très bien, et dans ce cas-là, ça va être les compagnies russes ou les compagnies chinoises qui vont venir. C'est ça. Évidemment, les compagnies américaines sont en train de se plaindre que ça va créer une compétition défavorable pour elles, puisque les compagnies chinoises, les compagnies européennes ne sont pas assujetties aux mêmes règles. Nous, on espère que les États-Unis et les autres pays qui sont de bonne volonté vont essayer de mettre d'avancer la cause au niveau des Nations Unies, au niveau de WTO, pour que ce genre de loi puisse être passé aussi dans les autres pays. L'Organisation mondiale du commerce. Oui. Alors, si on regarde vers l'avant, vous dites qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui peuvent être prises et vous donnez l'exemple de la Norvège. Expliquez-nous comment ça marche. Nous, on pense qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour d'abord arrêter cette hémorragie financière de l'Afrique, pour amenuiser le détournement des crédits. Et l'une des façons de le faire, c'est de procéder à un audit systématique des crédits au niveau des pays africains. Les pays africains peuvent suivre l'exemple de l'Équateur, en Amérique latine, qui a fait un audit systématique de ces crédits. C'était par une commission internationale indépendante. Oui, mais là, c'est si le pays africain a un gouvernement démocratique qui veut épurer ses comptes. Ouais. Tant qu'il y a un dictateur dans un pays, ça ne se fera pas. Mais même si on pouvait déjà commencer par les pays qui sont bien gouvernés, ça serait un bon exemple. Okay. Et évidemment, quand l'Équateur avait proposé l'idée, les gens ont crié, ils ont dit, les banques vont vous tuer, ils ne vont plus vous prêter de l'argent. L'Équateur a dit, de toute façon, maintenant, même quand on a les prêts des banques, nous, on paie à l'extérieur qu'on reçoit. Donc, s'ils arrêtent de nous prêter de l'argent et nous, on arrête de payer, on est gagnant. On est gagnant. Donc, dites, le pays démocratique, devenu démocratique, doit faire la différence dans sa dette entre quoi et quoi? Et doit faire la différence en faisant l'analyse systématique des crédits. Qui a donné le crédit? Qu'est-ce qu'on a financé avec le crédit? Combien d'argent est arrivé au pays? Combien d'argent a été payé? On pourra identifier les crédits qui sont légitimes, qui ont contribué au développement et différencier ces crédits des crédits qui ont disparu dans la nature. Et les crédits qui ont disparu dans la nature, qu'on appelle la dette odieuse, le pays devrait décider de ne pas payer cette dette. Il appartiendrait aux créanciers
de démontrer que l'argent est arrivé au pays, que l'argent a été utilisé pour le financement du développement. D'accord. Alors, regarde, je vais donner un exemple. On regarde un 100 millions qui a été prêté au pays et la Commission dit, bon, alors cette dette a été contractée sans le consentement du peuple. Donc, c'est le dictateur qui avait décidé. Premier critère. Deuxième critère, elle n'a pas bénéficié au peuple, donc elle n'a pas financé le développement. Et troisièmement, la banque prêteuse savait ou était en mesure de savoir que ce serait détourné. Alors, si ces trois conditions sont réunies, on dit à la banque, on ne rembourse pas. Oui, on ne rembourse pas. Ça, c'est les trois conditions pour définir la dette odieuse. D'accord. Le peuple n'était pas consulté pour l'emprunt dans le cas d'un gouvernement dictatorial, c'est évident. Le peuple n'a pas vu les effets de ce financement et le financier et le banquier devaient savoir ce qui se passe. Puisque ça, c'est le rôle du banquier. C'est la complicité du banquier. Dans ce cas, ce genre de crédit devrait être à la charge du créancier, mais pas à la charge du peuple africain. Ça, c'est ce que le pays africain peut faire. Maintenant, qu'est-ce que le pays occidental peut faire, comme la Norvège? Les pays occidentaux, de leur côté, devraient aussi passer à une plus grande transparence dans la gestion de l'aide et des crédits. C'est-à-dire passer aussi systématiquement à un audit de leurs crédits aux pays africains. La Norvège a une proposition sur la table où elle va faire un audit systématique des crédits norvégiens aux pays africains. Aux pays en développement. Et dans ce cas, on pourra voir clairement quel crédit ont financé quel projet de développement. Et s'il apparaît qu'il y a des crédits qui n'ont pas financé le développement, qui ont disparu dans les comptes privés, ces crédits ne devraient pas être à la charge des pays africains. On espère que les autres pays à développer vont suivre l'exemple de la Norvège. C'est-à-dire que s'il y a une banque norvégienne qui a fait un prêt à un pays africain et ce prêt-là a été détourné, la Norvège dirait à la banque, c'est à vous de vous arranger. Si le pays africain ne veut pas rembourser, on ne vous appuie pas. C'est ça. Et le Canada pourrait faire la même chose avec ses banques. On espère que le Canada pourrait voir ça comme un exemple. Les États-Unis, la même chose, la France, pour qu'on puisse avoir une approche systématique de transparence, aussi bien au niveau des pays africains et aussi bien que des pays donateurs. Puisque cette information, le public a le droit à l'information au niveau de l'aide, au niveau de la dette, puisque c'est le public africain qui, en définitive, paye les frais. Alors, j'espère que vous avez des gens qui vous lisent en Suisse, parce que si le gouvernement suisse faisait ça, ça aiderait. Oui. Léonce Ndikumana, merci beaucoup pour vos explications. Votre livre Africa's Odious Debts, les dettes odieuses de l'Afrique, on l'espère, sera traduit et publié en français. On le signalera ici. Et nous allons terminer avec une chanson du Burundi pour souligner votre présence et votre long parcours. Merci beaucoup pour votre travail et bonne fin de séjour à Montréal. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir lorsque vos projets de réforme auront pris corps dans plusieurs pays. Merci beaucoup. On écoute donc un extrait de musique du Burundi. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou voir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles en ligne sur le site serium.ca. Vous trouverez aussi sur le site l'annonce et l'inscription pour notre gala annuel du Serium. De quoi s'agit-il? Chaque année, le Serium, le quotidien Le Devoir et Radio-Canada récompense une personnalité qui, pendant l'année écoulée, a fait une contribution remarquable à l'internationalisation du Québec ou à la compréhension du monde par les Québécois. 5 finalistes ont été choisis par le jury. Un lauréat sera dévoilé le soir du gala, le jeudi 29 mars prochain. Et nous allons aussi rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup fait pour la compréhension du monde par les Québécois pendant sa carrière, le journaliste Pierre Nadeau. Ça va être une soirée fascinante. J'espère que vous y serez en grand nombre, donc le jeudi 29 mars.
Vous trouverez aussi sur le site l'annonce de nos écoles d'été de juillet prochain. Elles sont disponibles, elles sont décrites. Les inscriptions sont ouvertes. Nous allons parler du Brésil, de la Chine, du printemps arabe, des réseaux criminels internationaux, des droits de l'homme dans le monde, de 8 sujets d'actualité qui vous permettront à vous, citoyens intéressés, enseignants, professeurs, étudiants des cycles supérieurs, membres d'ONG, gens d'affaires, à venir parfaire votre connaissance pour un jour ou deux ou une semaine sur ces sujets et faire en sorte que vous ayez une bonne compréhension du monde tel qu'il change. Je termine en remerciant l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme et Ognan Koueriev, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.